Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant été, votre rendez-vous quotidien sur vos chaînes bretonnes. Aujourd'hui, nous sommes à Pont-Scorff, à 20 minutes au nord de Lorient. Depuis plus de 20 ans, la ville fait vivre l'art contemporain et cet été, elle propose la 18e édition de l'Art Chemin Faisant, un parcours de 10 expositions à travers la ville. On part à sa découverte. Bonjour Christian Mahé. Bonjour. Vous êtes donc chargé de communication de l'atelier d'Étienne, ce centre d'art contemporain où nous nous trouvons. Ce centre d'art contemporain a été créé ici à Pont-Scorff il y a 22 ans, dans une commune, il faut le dire, de 3500 habitants. On peut dire qu'on est en milieu rural, on est à 20 minutes de Lorient à peu près. Développer l'art contemporain en milieu rural, c'est un pari. C'est quoi les clés pour remporter ce pari ? Alors les clés pour remporter ce pari, c'est déjà d'une part, dans les lieux, vous avez des médiateurs qui vont vous parler, qui vont vous informer sur le travail artistique qui est présenté dans les différents lieux. Et aussi, dans cet esprit-là, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues, et notamment dans le cadre de l'Art Chemin Faisant, vous avez différents ateliers qui sont proposés aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc c'est pour tous. Alors justement, venons-y à l'Art Chemin Faisant. C'est la 18e édition. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer à travers ce rendez-vous ? Alors ce qu'on a envie de proposer à travers ce rendez-vous, c'est de découvrir le patrimoine scorvipontain par le biais donc d'artistes contemporains. Donc cette année donc avec Imaginaire géographique et le commissariat d'exposition a été confié à Christophe Desforges. On va retrouver dans un tout petit instant. Vous le disiez, le thème cette année, Imaginaire géographique. À quoi se réfère ce thème justement ? Alors il se réfère au patrimoine naturel, puisque Pont-Scorff, donc vous l'avez dit, une commune rurale avec 3500 habitants, et donc vous avez un parcours qui est justement où on va découvrir des bois, la rivière. On va retrouver aussi une roselière. Donc vous avez une végétation particulière dans ce parcours. Donc on est là aussi pour se promener, pour découvrir les expositions et prendre le temps de les digérer en se promenant, c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Christian Mahé. On va poursuivre ce parcours dans un tout petit instant. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir vos reportages de l'actualité estivale bretonne. La Société nationale de sauvetage en mer a besoin urgent d'argent. L'association doit trouver de quoi renouveler ses bateaux dans les 5 ans et également former ses bénévoles. Ils sont 7000 en France, désormais trop souvent mobilisés pour collecter des fonds. Après 6 mois de terrain, la députée Chantal Guittet a remis un rapport au gouvernement. Elle préconise entre autres de relever la participation de l'État, soit 7,5 millions d'euros. La première idée pour le financement, c'était que l'État remonte sa participation à hauteur de 25%. Actuellement, il finance à hauteur de 8%. Première piste, c'est sur le droit de la francisation que doivent payer les bateaux chaque année. Donc en fait, qu'il y ait une partie de ce droit qui revienne à la SNSM. La deuxième piste, c'est sur les assurances bateaux où les contrats d'assurance n'ont pas de TVA mais ont une taxe. Pour l'assurance plaisance, elle est à 19%. Donc nous, on suggère de la passer à 20%. Il y a une piste qui pourrait faire des économies à la SNSM, c'est avoir une place pour leurs canaux, qu'ils ne payent pas la place des canaux et qu'ils aient un point local pour ranger leurs matériel, etc. Autre piste, souscrire une assurance bateau. De quoi payer les remorquages fréquents, assurés par la SNSM et parfois non payés. Rendre obligatoire l'assurance bateau quand la SNSM fait du remorquage, parce qu'en fait, elle fait de sauvetage en mer, elle fait du remorquage qui, lui, est payant. Mais c'est vrai que souvent, les sauveteurs, si les gens n'ont pas l'argent sur place, n'ont pas leur carnet de chèques, etc., après, courir après les gens, c'est toujours assez difficile. La SNSM, les bénévoles, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas un bureau de contentieux dans chaque station. Et puis, il y en a qui n'aiment pas ça. En plus. Eux, ils disent, nous, on est là pour sauver des vies gratuitement. J'aime pas trop dire, on vous a sauvé, vous nous donnez tant, quoi. Désormais, il reste à faire appliquer les propositions de la députée, à moins qu'il y ait un regain de générosité de la part des plaisanciers en France. Sur les 600 000 bateaux, seuls 50 000 donnent à la SNSM. Les Bretons produisent 2 milliards de tonnes de déchets chaque année. Jusqu'ici, les départements étaient en charge de leur gestion, mais depuis le 1er août et l'application de la loi NOTRe, c'est à la région que revient cette compétence. Depuis,
L'enjeu pour les élus bretons, c'est de mutualiser la gestion des déchets entre départements. Une nouvelle organisation territoriale des usines se dessine, notamment en les spécialisant, avec un objectif ciblé, réduire encore le poids des déchets enfouis, même si la Bretagne est déjà bonne élève. La population augmente, mais on a de moins en moins d'ordures ménagères à traiter. Et on a de plus en plus de ressources à trier. Il s'agit pour nous de réduire au maximum ce qu'on devra enfouir et de trier de plus en plus. Des capacités à traiter telles qu'on concevait jusqu'alors, qui vont diminuer, et donc des usines qui devront peut-être être reconfigurées, voire fermées. Parmi ces usines susceptibles d'être reconfigurées, celle de Vannes, le centre Vénésis, ouvert depuis 2012, transforme actuellement 43 800 tonnes de déchets organiques par an. Ils deviennent du compost, de l'électricité et de la chaleur, un processus de valorisation qui peut encore être amélioré. On ne récupère pas les barquettes, on ne récupère pas les films de plastique, tout ça, ça va aux ordures ménagères et c'est enfoui à l'issue. Il va falloir voir comment s'organiser pour trier les plastiques, tout ce qui aujourd'hui est jeté, parce qu'on peut certainement améliorer notre récupération. Mais on a un centre d'espoir de tri qui sera à reconfigurer. Ces changements sont attendus très vite. L'État demande l'élaboration du plan régional de gestion des déchets pour 2017, mais les élus assurent qu'il ne sera prêt qu'en 2018. Mais à quoi servent ces drôles d'objets tout juste installés à l'Esnevin ? Il s'agit d'une douzaine de clous à l'effigie de Léon, la mascotte de la commune, et qui jalonneront une chasse au trésor culturelle et connectée. 3, 2, 1, c'est parti pour Léo, Arthur et leur maman. Ils ont d'ores et déjà récupéré leur kit d'explorateur. L'application va maintenant les guider dans la découverte de la ville. On a vraiment à l'esprit de valoriser ce patrimoine qui, comme je disais, n'est pas forcément connu. Ces 12 sites sont repérés par des clous en bronze plantés dans le sol. Il faut savoir qu'à chaque étape, il y a une question et que lorsque chaque question est bien répondue, il y a une lettre qui est donnée. Et donc ces lettres-là, à la fin, donnent une phrase. Et donc c'est aussi tout l'intérêt de ce jeu, c'est de faire les 12 clous, le tour des 12 clous et donc d'obtenir cette fameuse phrase. Une application qui a vu le jour après 1 an d'élaboration. 20 000 € de budget ont été alloués à ce projet, aux objectifs précis. On se rend compte qu'il y a quand même de la demande aussi de personnes qui souhaitent savoir que faire en cas de temps un peu maussade pendant l'été. Ça permet de découvrir la ville, de découvrir aussi les commerces, parce que c'était un des objectifs aussi, c'est que les gens, en se baladant, découvrent les commerces, puisque l'Esnevin est une ville qui est très commerçante. Des vidéos explicatives par des spécialistes locaux, des archives, des questions et des réponses pleines d'imagination. Les fleurs ou une table à repasser? Pour mettre des rideaux. Non. Une escapade récompensée par un diplôme d'aventurier et visiblement le succès est au rendez-vous. Léon nous disait des petites questions et nous on devait y répondre. Est-ce que tu as appris quelque chose? Oui, et les jumelles, la boussole. Les tablettes, jumelles et boussoles sont disponibles à partir de ce jeudi 7 juillet à l'Office du tourisme de l'Esnevin. Léon et son application seront testés pendant tout l'été. Elles pourraient voir le jour en anglais, allemand et pourquoi pas en breton. Voilà, on se retrouve à Pont-Scorff, on est tout près du manoir de Saint-Urchaud. C'est un autre lieu névralgique de l'art chemin faisant, cet événement culturel qui met en valeur l'art contemporain. On est avec Christophe Desforges, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire d'exposition de cet événement. Alors, on est en train de se promener, on est en pleine nature, c'est aussi ça, l'art chemin faisant. Oui, c'est vraiment la singularité de ce projet de l'art chemin faisant, effectivement, c'est de tenir compte de la qualité du paysage, de l'environnement de Pont-Scorff, parce que l'idée est plutôt un projet un peu itinérant entre le centre de Pont-Scorff jusqu'à ses périphéries, le manoir de Saint-Urchaud, mais en passant par des sentiers différents pour les promeneurs. Et parfois avec quelques obstacles naturels. Alors, vous avez réuni 10 artistes dans des disciplines artistiques très variées autour du thème de l'exploration de l'espace. Qu'est-ce que vous aviez envie de proposer ?
Alors oui, 10 artistes, effectivement, chacun dans des propositions assez singulières autour de la question du paysage, la représentation du paysage. L'idée était de s'appuyer effectivement sur la force du site de Pont-Scorff, et puis tout le patrimoine, qu'il soit architectural, mais donc ce patrimoine aussi paysager, et de rentrer un petit peu en connivence avec des préoccupations d'artistes contemporains et de cette histoire, de cette mémoire qui est liée au paysage. Alors, donc, je le disais, des propositions très variées, des photos, du dessin, de la sculpture, de la vidéo, je ne vais pas tout citer parce que c'est vraiment très varié, et puis des installations comme celle-ci qu'on voit juste à côté de nous. Racontez-nous, c'est une ruche ? C'est une ruche, effectivement. Alors c'est une proposition de Jonas Delay, qui est un artiste qui vit dans la région, à proximité de Lorient, et qui a réalisé effectivement cette proposition, cette pièce, en venant en repérage autour du manoir de Saint-Urchaud. Donc une ruche qui fonctionne tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'il y a un essaim d'abeilles, etc. Et des abeilles qui produisent, qui voyagent, des abeilles qui sont géographes, artistes, etc. Et la deuxième partie étant effectivement la décomposition un petit peu des rayons du paysage que les abeilles peuvent parcourir dans un environnement autour de leur ruche. Donc c'est évidemment juste une seule illustration de ce qui est proposé ici en intérieur et en extérieur. Ça invite à venir voir tout ce qu'il y a à découvrir ici. C'est jusqu'au 18 septembre. Merci beaucoup Christophe Desforges. Merci, je vous en prie. Merci. Voilà, cette émission se termine ici au sein du manoir de Saint-Urchaud. Pour rappel, l'Archemin Faisant, c'est jusqu'au 18 septembre. C'est gratuit. Des visites guidées à pied, à vélo, des lectures sont proposées. Vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de l'Atelier d'Étienne. Je vous propose de terminer cet instant été en écoutant cette installation de Frédéric Legenter. Je vous dis à très bientôt.